Le Monde aujourd'hui, bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de ce lundi 21 février à la une de l'actualité. Au Tchad, une marche de protestation a eu lieu ce lundi pour réclamer le respect des droits humains et la justice dans le pays. Les manifestants ont aussi condamné la répression policière à travers le pays. Au Mali, le Conseil national de transition qui tient lieu de législatif a voté pour modifier la charte de transition qui précise désormais que la période transitoire prend fin avec l'organisation des élections. L'Assemblée maintient cependant le flou sur la date à laquelle les élections pourraient avoir lieu. Alors que les Américains continuent de lancer des avertissements sur une possible invasion russe de l'Ukraine dans les prochains jours, la Russie a prolongé dimanche ses exercices militaires juste au nord du territoire ukrainien. Malgré tout, les roues de la diplomatie tournent encore pour éviter le pire. Nous irons également du côté de Seattle, dans l'État de Washington, où un groupe à but non lucratif veut promouvoir plus de femmes dans l'industrie technologique. Le corps judiciaire dans la rue au Tchad, une marche de protestation a eu lieu ce lundi pour réclamer le respect des droits humains et de la justice dans ce pays d'Afrique centrale. Les manifestants attendaient aussi condamner la répression policière à travers le pays. C'est un récit de Mohamedou Mfa. Juges, huissiers, notaires et sympathisants ont investi le macadam à N'Djamena ce lundi. Cette marche intervient après les événements d'Abéché et de Sandana qui, en l'espace de 2 semaines, ont fait près de 30 morts. Selon notre correspondant sur place, les manifestants ont dénoncé les actes de violence reprochés aux policiers. Ils ont, en général, plaidé en faveur du respect des droits de la personne. C'est une marche qui me concerne pleinement. C'est une marche d'indignation. Une marche pour dire non à l'impunité qui règne dans notre pays. Une marche pour dire halte aux répressions. Répression propagée par les forces de l'ordre. Et une marche pour dire que notre État a démissionné. Et il est temps maintenant que chacun regarde ce qui est en train de se passer autour de lui. Nous faisons partie de cette société. Nous exerçons nos activités dans un environnement qui est pollué par cette violation massive des droits de l'homme et cette injustice. Donc justement, nous ne pouvons pas rester inertes, nous ne pouvons pas rester insensibles et c'est pourquoi nous exigeons respect des droits humains et justice. Les membres de l'appareil judiciaire continuent de réclamer l'indépendance de la justice. Ce 21 février, ils avaient un message clair pour les autorités tchadiennes. Pour rappel, les membres du secteur judiciaire tchadien observent un arrêt de travail de 3 jours sur l'ensemble du territoire national. Au Mali, le Conseil national de transition qui tient lieu d'organes législatifs a voté pour modifier la charte de la transition qui précise désormais que la période transitoire prend fin avec l'organisation des élections. L'Assemblée maintient cependant le flou sur la date à laquelle les élections pourraient avoir lieu. Le Mali, où une manifestation a réuni quelques centaines de personnes sur la place de l'Indépendance samedi à Bamako pour célébrer le départ des soldats français du pays à l'initiative de mouvements de soutien aux autorités de transition dominées par les militaires. Suivez quelques réactions. Et dans un communiqué publié ce lundi, la CEDEAO annonce que le médiateur pour le Mali, Goodluck Jonathan, se rendra jeudi à Bamako. Environ 400 militaires de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana, du Niger, du Canada, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Norvège, de l'Autriche et de l'Allemagne participent au Flintlock, exercice militaire américain qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Davantage avec Ginny Kapomo-Villa.
Le contre-amiral Jamie Sands, commandant des opérations de l'armée américaine en Afrique, a lancé dimanche en Côte d'Ivoire l'exercice militaire Flintlock, rassemblant plusieurs armées africaines et occidentales. L'opération a pour but la lutte contre le terrorisme en renforçant les mécanismes de communication et en améliorant le climat de confiance entre les parties impliquées. Pour cette raison, l'un des principaux axes de Flintlock est le partage de l'information. Si nous ne pouvons pas communiquer, nous aurons du mal à travailler ensemble. En travaillant sur nos relations bilatérales et multilatérales, en mettant en place de meilleurs mécanismes de communication et en partageant les informations, nous renforcerons la compréhension et la confiance. Cela augmentera notre capacité à assurer le commandement et le contrôle, renforcera notre interopérabilité et en fin de compte améliorera notre succès opérationnel. Outre celle des États-Unis et de la Côte d'Ivoire, Flintlock rassemble les armées du Ghana, du Cameroun et du Niger, avec le soutien du Canada, de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Norvège et de l'Autriche. Flintlock renforce notre capacité à contrer les organisations extrémistes violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de nos populations. Les ennemis de la stabilité et du progrès ne reconnaissent pas les frontières, ce qui rend notre collaboration encore plus importante. Aucun d'entre nous ne peut résoudre ces problèmes seul. Cet exercice se tient juste après l'annonce par la France du retrait du Mali, de sa force Barkhane et de la force européenne Takuba, qui doivent se redéployer dans d'autres pays de la région, notamment le Niger. Selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, rien ne peut s'accomplir sans le soutien de la population. Car la clé de la réussite, c'est le soutien de la population. En effet, la règle numéro 1 de la contre-insurrection, c'est qu'il faut que ce soit vous et la population contre l'ennemi. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'État peut compter sur le soutien de la population, il peut encaisser de lourdes pertes et continuer d'avancer. Les exercices Flintlock s'achèveront le 28 février. Je suis Asma Botby-Clark à Durban pour VOA Afrique. Et cette visite du président turc Recep Tayyip Erdogan, accueillie à Kinshasa par le président de la RDC, Félix Tshisekedi, une visite d'État de 2 jours qui s'est concentrée sur les questions de sécurité et d'économie. Elle fait suite aux rencontres bilatérales tenues entre les 2 chefs d'État en septembre à Ankara et décembre à Istanbul. Entre les 2 pays, le commerce bilatéral s'élève à environ 40 millions de dollars. Depuis 2003, le volume des échanges entre la Turquie et le continent est passé de 2 à au moins 25 milliards de dollars. La Russie a discrètement reconstruit ses liens avec l'Afrique en renforçant la coopération économique et militaire. Mais Moscou a suscité également des inquiétudes de la part des Occidentaux quant à ses tactiques et objectifs en Afrique, comme le rapporte la VOA. Le récit est de Eric Manirakiza. Des drapeaux russes ont été brandis dans la capitale du Burkina Faso après le coup d'État militaire de janvier. Une statue inaugurée en République centrafricaine l'automne dernier montre des soldats locaux soutenus par des combattants russes. Ce sont les symboles les plus évidents de la présence russe sur le continent. L'Afrique est une priorité de la politique étrangère, avait déclaré en 2019 le président Vladimir Poutine lors du premier sommet Russie-Afrique. Il a été convenu lors du sommet de créer un nouveau mécanisme de dialogue sous la forme d'un partenariat Russie-Afrique. Le premier sommet qui s'est tenu à Sochi, une station balnéaire de la mer Noire, a donné lieu à des accords diplomatiques et à des transactions de plusieurs milliards de dollars dans les domaines de l'armement, de l'agriculture et de l'énergie, entre autres, a indiqué l'organisateur Roscongress Foundation. Un deuxième sommet est prévu à Saint-Pétersbourg en octobre. La Russie offre, comme l'Union soviétique auparavant, une vision alternative pour les nations africaines. Et s'il y a un point commun entre ce que font les Russes aujourd'hui et ce que faisaient les Soviétiques auparavant, c'est cette critique anti-occidentale commune.
La propagation de l'extrémisme islamiste militant et d'autres violences en Afrique a créé davantage d'ouverture pour les militaires russes. Au Mali, il en va de même pour le retrait des troupes françaises. Selon les observateurs occidentaux, les entrepreneurs militaires privés contribuent également à faire avancer les programmes de Moscou en Afrique. Il s'agit notamment des combattants dans l'ombre du groupe Wagner qui serait contrôlé par un proche de Poutine, Yevgeny Prigozhin. M. Poutine nie tout lien avec son groupe. Ce n'est pas l'État, c'est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, y compris diverses ressources comme l'or ou les pierres précieuses. Ce n'est pas le cas, affirme Joseph Seeger, qui dirige les recherches de l'Africa Center for Strategic Studies, qui fait partie du département de la défense des États-Unis. Chaque endroit où nous avons vu Wagner déployé dans le monde et en Afrique, que ce soit en Libye, au Soudan, au Mozambique, en République centrafricaine, il a été une force déstabilisante. Les Nations Unies enquêtent sur des informations faisant état de graves violations des droits de l'homme en République centrafricaine qui auraient été commises par des militaires privés. Au Mali, la junte au pouvoir a fait appel à des formateurs militaires russes et, selon les autorités américaines et françaises, à des mercenaires du groupe Wagner. Certains Maliens les ont accueillis en agitant des drapeaux russes, reflétant non seulement les liens historiques avec l'ex-URSS, mais aussi l'impatience du public face à l'insécurité persistante, explique Niagale Bayoko, un politologue basé à Paris qui préside le réseau africain du secteur de la sécurité. En 2013, l'ensemble de la population malienne était enthousiaste à l'arrivée des Français. Et vous pouvez voir aujourd'hui qu'ils rejettent leur présence. Pour être honnête, je ne serais pas très surprise si, dans 2 ans environ, la même chose se produise avec la présence russe. La Russie n'est pas le seul gouvernement étranger à tenter d'étendre son influence en Afrique. La Maison-Blanche prévoit un 2e sommet États-Unis-Afrique dans le courant de l'année et l'Union européenne, qui a terminé aujourd'hui un sommet avec l'Union africaine, a annoncé un nouvel investissement de 172 millions de dollars dans les infrastructures pour contrer l'initiative Belt and Road de la Chine. La Chine étant le premier partenaire économique de l'Afrique. Parlons encore de la Russie, mais sur un autre front. Le pays qui dit envisager de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'Ukraine a prolongé dimanche ses exercices militaires en Biélorussie, le long de la frontière nord de l'Ukraine, après 2 jours de bombardements soutenus dans l'Est entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes. Cela survient au moment où les Américains continuent d'avertir d'une invasion russe de l'Ukraine pourrait intervenir bientôt, Moscou ayant amassé plus de 100 000 soldats à la frontière. Arash Arazabati de VOA nous en dit plus. Le récit est de Gabi Dorsil. Une vidéo récente du ministère russe de la Défense montre le lancement de missiles balistiques intercontinental Yars tirés depuis la Russie. Le Kremlin soutient que ces exercices de préparation militaire et les plus de 100 000 soldats massés le long de la frontière ukrainienne ne représentent aucune menace pour son voisin, que la Russie dit ne pas avoir l'intention d'envahir. Aux États-Unis, la poussée diplomatique se poursuit au milieu des appels croissants du Congrès à imposer des sanctions paralysantes à la Russie. Tant que les chars ne sont pas en mouvement et que les avions n'ont pas encore décollé, nous allons tout essayer pour que le président Poutine revienne sur la décision que nous pensons qu'il a prise. Nous continuons à essayer de construire tout ce que nous pouvons pour le détourner du parcours sur lequel il s'est engagé et jusqu'à la dernière minute, il a encore la possibilité de retirer ses troupes. La Russie a démenti à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles elle prépare une invasion de son voisin, l'Ukraine. Toutefois, les bombardements survenus la semaine dernière dans l'est de l'Ukraine, près des zones soutenues par les séparatistes russes, marquent une escalade des tensions. Lors d'une récente conférence de presse à Moscou, le président Vladimir Poutine s'en est pris aux membres de l'OTAN pour ne pas avoir pris en compte les préoccupations de son pays pour sa sécurité.
une accusation que rejettent les États-Unis. Nous pouvons répondre à certaines de ses préoccupations en matière de sécurité. Nous lui avons donné des documents relatifs et ce serait vraiment une décision facile pour lui. Il ne lui reste plus qu'à décider d'emprunter la voie diplomatique. Alors que les deux s'engagent publiquement à ne pas envisager d'envahir l'Ukraine, la Russie et son voisin, la Biélorussie, poursuivent des exercices militaires conjoints juste au nord de la frontière ukrainienne. There is no innovation and there is no such plans. It was fixed in Russian documents. Il n'y a pas d'invasion et il n'y a pas de tel plan. Cela a été fixé dans des documents russes que nous avons transmis à nos amis américains et au département d'État. La Russie a déclaré publiquement qu'elle était prête à poursuivre ses efforts diplomatiques pour reprendre toutes les questions en suspens. Les troupes russes sont sur le territoire russe souverain. Nous ne menaçons personne. We don't threaten anyone. Les soldats américains de la 101e division aéroportée, qu'on a vu récemment se déployer du Kentucky vers l'Europe, sont une démonstration continue de soutien aux alliés de l'OTAN. La principale demande de la Russie à l'Occident est que l'Ukraine ne soit jamais autorisée à entrer dans l'OTAN, ce que les États-Unis jugent inacceptable. Après avoir été banni de plusieurs plateformes l'année dernière, l'ancien président américain Donald Trump signe son retour sur Internet avec Truth Social, sa nouvelle entreprise de médias sociaux. La plateforme a été lancée hier, dimanche, dans l'App Store d'Apple. L'appli a été disponible pour les personnes invitées à l'utiliser pendant sa phase de test, a précédemment rapporté Reuters. Certains utilisateurs ont signalé avoir eu des difficultés à créer un compte ou ont été ajoutés à une liste d'attente avec un message « En raison d'une demande massive, nous vous avons placé sur notre liste d'attente ». Trump a été banni de Twitter, de Facebook et de YouTube à la suite de l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole par ses partisans après avoir été accusé de poster des messages incitant à la violence. C'est la fin de la première partie de ce journal. À venir, on parle de la promotion des femmes dans la technologie et aussi du Tour cycliste du Rwanda. On revient dans quelques instants. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. L'industrie technologique emploie depuis longtemps principalement des hommes dans des rôles techniques, mais un groupe à but non lucratif de Seattle, dans l'État de Washington, essaie de changer cela. Le point avec Natasha Mosgovaya de la VOA. Le récit est signé Ijini Kapumbuvila. Rebecca Muniz voulait être ingénieure quand elle était plus jeune, mais ne se voyait pas comme ayant une carrière dans l'industrie de la technologie. J'étais principalement entourée d'hommes blancs et je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Aujourd'hui, Muniz, qui travaillait dans la communication, est étudiante à l'ADA Developers Academy, une organisation à but non lucratif de Seattle. Elle forme des femmes issues des groupes sous-représentés dans la tech. En 6 mois, ces étudiants apprennent à devenir développeurs de logiciels, formation suivie d'un stage. La directrice de l'académie, Lorraine Sato, affirme que l'organisation a une grande vision de ce que signifie le succès. Nous sommes en mesure d'avoir un impact significatif sur le nombre de femmes et de personnes de diverses identités de genre qui entrent dans l'industrie chaque année. Partout dans le monde, des formations intensives de type bootcamp ont décollé, promettant à ceux qui souhaitent percer rapidement dans l'industrie technologique des compétences commercialisables.
Certains des programmes ont eu des résultats mitigés, offrant des opportunités d'emploi trop prometteuses et facturant des frais élevés. Mais chez ADA, les cours sont gratuits, la garde d'enfants est assurée sur place, mais le taux d'admission est faible et l'expérience peut être difficile. Honnêtement, j'ai pleuré. Il y a des moments où vous rencontrez une erreur pour laquelle vous ne savez pas quoi faire. Les cours sont à temps plein et beaucoup jonglent avec les familles. Ali Ibarra était professeur d'études sociales. Ma plus grande peur est l'échec. Je pense que c'est un gros risque que je prends dans des carrières qui pivotent. Depuis sa création en 2013, ADA a eu plus de 300 diplômés. 80% ont trouvé un emploi dans la technologie selon l'organisation. Mais pour de nombreux étudiants, il ne s'agit pas seulement de décrocher un emploi, mais de changer l'industrie technologique une fois qu'ils sont à l'intérieur. S'assurer que je ne suis pas la seule femme de couleur à table. Le bootcamp, qui se développe à l'échelle nationale, considère chaque diplômé comme un catalyseur possible de changement. Au Sénégal, des milliers de personnes ont manifesté hier pour réclamer un renforcement de la répression de l'homosexualité dans le pays. Une protestation qui intervient après le récent rejet par le Parlement d'un texte durcissant les lois en la matière. Les précisions avec Jacques Aristide. La place de la Nation dans le quartier populaire de Colobane, près du centre-ville de Dakar, bondée. Les manifestants, parmi lesquels beaucoup de jeunes, venus d'autres régions du pays. Également présents des députés, des hommes politiques et des membres de la société civile. On voit que l'État néglige certaines choses. C'est un peu louche. C'est comme si il y a certains trucs qu'on nous cache pas. Parce qu'on voulait le voter à l'Assemblée nationale, mais ils ont refusé totalement notre loi. Donc, ce qui montre que c'est l'État qui est derrière tout ça. Que l'Assemblée nationale criminalise ce qu'on appelle l'homosexualité au Sénégal. C'est tout simplement ce que l'on demande. S'ils ne le font pas, nous allons les dégager ici, amener d'autres députés qui sont aptes à voter cette loi pour criminaliser l'homosexualité. La manifestation a été tenue à l'appel du collectif Ensemble pour la sauvegarde des valeurs, composé d'associations musulmanes. Nous appelons le président de l'Assemblée nationale à faire revenir dans la procédure la proposition de loi pour que les députés puissent l'examiner à nouveau et l'adopter en séance plénière. Nous lui donnons 10 jours pour qu'il le fasse. Cela nous permettra de connaître les députés qui sont avec le peuple et ceux qui sont contre le peuple. La proposition a été rejetée par le Parlement en janvier dernier, car le code pénal sénégalais réprime déjà sévèrement l'homosexualité. Mais pas assez pour ce collectif et un groupe de parlementaires qui réclament des peines de prison jusqu'à 10 ans ferme et des amendes jusqu'à 5 millions de francs CFA. Je ne pourrais terminer sans dire aux Nations Unies que son agenda est voué à l'échec au Sénégal. Jamais l'inclusion des personnes LGBT ne se fera dans notre cher pays de la Teranga. Le chef de l'État Macky Sall, dont le pays est souvent cité en exemple d'état de droit en Afrique, a toujours invoqué les spécificités culturelles sénégalaises pour refuser une dépénalisation de l'homosexualité, y compris devant des dirigeants étrangers. En sport, c'est parti pour la 14e édition du Tour cycliste du Rwanda. 19 équipes sont engagées dans cette compétition dont l'arrivée finale est prévue le 27 février. Davantage avec Yacouba Ouedraogo. Le Français Sandy Dujardin a remporté au sprint aujourd'hui la première étape du Tour du Rwanda. Le coureur de 24 ans s'est imposé en 3h33 minutes 6 secondes devant son compatriote Axel Lawrence et le Colombien Jonathan Restrepo. Cette étape a été longue de 148,3 km et courue entre Kigali et Rwamangana dans l'Est. Hier, lors du prologue, la course contre la montre disputée dans la capitale rwandaise sur 4 km, un autre Français, Alexandre Guéniez, s'est imposé à plus de 51 km/h. Le classement général reste inchangé. Alexandre Guéniez conserve la tête avec 6 secondes d'avance sur Restrepo et 7 sur Dujardin.
Demain, la deuxième étape, longue de 155,9 km, emmènera les coureurs des 19 équipes engagées dans cette 14e édition de Kigali à Rubavu, dans le nord-ouest. Cette année, 19 équipes sont engagées dans ce Tour du Rwanda. 8 étapes sont au programme avec une arrivée finale prévue le 27 février lors d'un critérium de 75 km à Kigali. Pour rappel, le Rwanda accueillera les mondiaux sur route en 2025. Et on termine avec l'ouverture demain à Dubaï du Musée du Futur. En prélude à cet événement, celui qu'on surnomme le véritable Iron Man, le Britannique Richard Browning, était de la partie. Il a une fois de plus défié la gravité et impressionné les foules en distribuant des invitations exclusives pour l'ouverture du très attendu Musée du Futur, présenté comme le plus beau bâtiment de la planète, avec 77 mètres de haut, 100 piliers couvrant 30 000 mètres carrés, avec une façade en acier inoxydable illuminée par 14 000 mètres de calligraphie arabe conçue par l'artiste émirati Matar bin Lahej. Il s'agit du seul bâtiment au monde dont la surface est entièrement recouverte de calligraphie. Il est également classé comme l'un des plus créatifs au monde sur le plan architectural, avec un centre creux formant un œil humain représentant l'avenir que nous entrevoyons. À l'intérieur, les visiteurs pourront découvrir les dernières technologies de la réalité virtuelle et augmentée, de l'analyse du big data, de l'intelligence artificielle et de l'interaction homme-machine. Voilà, une destination absolument à ne pas manquer. Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la technique et à la rédaction. Comme d'habitude, l'information continue sur voaafrique.com et sur toutes nos stations partenaires. Passez une très belle fin de soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires.